Merci Michel, merci mesdames et messieurs d'être présents aussi nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Et c'est vrai que je suis très touché d'abord d'avoir été invité par l'association Saint-Georges du Temple et notamment surtout pour l'action qui est menée, comme vous le disiez tout à l'heure, mon cher Michel, pour le petit Baptiste. Car j'aime pouvoir faire des conférences avec un but derrière humaniste et voir aider des gens dans la difficulté. C'est comme ça que j'ai pu mener plusieurs conférences, notamment pour différentes associations et pour le Lions Club International, qui en général font des travaux pour pouvoir apporter leur aide dans des différentes œuvres caritatives. C'est vrai que pour moi, ça me touche énormément. D'abord, je suis très touché de vous voir ici aujourd'hui. Je remercie évidemment l'association Saint-Georges du Temple et puis tous les gens qui m'ont permis d'organiser cette journée, notamment Emmanuel qui hélas ne peut pas être là. Et c'est vrai que je remercie de l'accueil qui m'a été fait par l'association. Alors écoutez, je vais essayer de vous parler d'un sujet qui intéresse, qui passionne, qui divise, qui crée du buzz comme on dit. Et je vais vous parler donc de cette histoire qui m'a été demandée à l'origine par un éditeur, parce que je n'avais pas vraiment d'éditeur, qui m'a rencontré et qui me dit « ça serait bien que tu fasses un livre sur le prioration ». J'avoue qu'au départ, oui, pourquoi pas, j'étais pas forcément plus motivé que ça, d'autant que, à titre personnel, j'ai longtemps cru que le prioration était une invention d'un mégalomane, d'un mythomane qui n'avait qu'un but assez indéterminé et qui m'interrogeait plus qu'autre chose. Alors, c'est vrai que vous êtes tous ici. Je suppose que si je vous demande quels sont ceux qui ont lu et connaissent le Da Vinci Code, levez la main. Voilà, tout est dit. Quels sont ceux qui connaissent l'affaire de Rennes-le-Château? Bon, je vais vous laisser. Et puis évidemment, il y a l'autre affaire, qui est la fameuse affaire de Gisors. Quels sont ceux qui connaissent? Ah, il y en a un peu moins, hein. Et vous verrez que ces questions, pour moi, ne sont pas innocentes. Et vous verrez qu'on va voyager dans le temps. Alors, c'est vrai que ce mythe du prioration, pendant longtemps, j'ai vraiment... je me suis dit, c'est toute une histoire. Alors, c'est vrai que quand le Da Vinci Code est sorti, ça a été un des éléments fondateurs de ce livre, si je puis dire, puisque vous savez, il oppose deux grands groupes. L'Opus Dei, qui est donc une association, un groupement religieux reconnu par l'Église, et pas là, c'est pas le moindre, et puis ce fameux prioration, qui vraiment apparaît au grand public à ce moment-là. Et c'est vrai que ce livre est assez ambigu, puisque pour beaucoup de gens, tout ce qui était écrit et dit était vraiment une vérité, même si l'auteur disait en préalable que oui, bien sûr, il y a des choses qui sont vraies et avérées dans son livre, mais que ça restait un roman. Et que ce livre était pour moi très intéressant parce que, sans jamais le dire, il s'appuyait sur une autre histoire que vous connaissez visiblement, celle de Rennes-le-Château, ce qui m'a emmené avec David Gallet à faire un documentaire pour la télévision qui s'appelait Le Code Da Vinci, enquête sur les énigmes d'un best-seller, que nous avons vendu à 250 000 exemplaires et à 80 chaînes dans le monde entier. Donc c'est vrai que les gens ont découvert, pour beaucoup qui avaient lu le Da Vinci Code, l'affaire de Rennes-le-Château à travers notamment notre documentaire. Donc je me suis mis à m'intéresser un peu plus précisément aux priorations. Et moi, depuis que je suis tout jeune, parce que je suis navré, je ne me suis pas présenté, mais donc moi je suis quelqu'un qui se passionne pour l'histoire. Et notamment, quand j'étais tout jeune, je suis vite tombé dans l'histoire des Templiers, parce que j'ai lu un livre qui s'appelait « Les Templiers sont parmi nous », d'un auteur qui s'appelle Gérard de Sède. Paul, je vais avoir 13-14 ans, et j'ai rêvé, grâce à ce livre, sur le mystère des Templiers. Et c'est vrai que je suis rentré dans le mystère des Templiers, si je puis dire, par le biais de ce livre de Gérard de Sède. Évidemment, comme tous les jeunes de mon âge, on a été à Gisors, on a rêvé en voyant le château, en se disant, ça y est, il y a un énorme trésor dessous, le trésor des Templiers. Et donc, de ce fait, je me suis vraiment, petit à petit, intéressé d'une façon un peu plus historique à l'affaire des Templiers. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui sont quand même étonnantes dans cette histoire, qui sont troublantes. Et c'est là où, vous savez, quand on dit pourquoi, et quand on met le doigt dedans, on part. Et je suis parti. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des Templiers, mais on va quand même revenir un peu dessus. C'est une fondation qui va se faire
on va dire, parce qu'il y a des débats précis sur les dates, mais à partir de 1118, où il y a 9 chevaliers qui vont quitter la Champagne, j'irais motivés par un homme qui s'appelle Bernard de Fontaine, et qui plus tard sera plus connu sous le nom de Bernard de Clairvaux, et plus précisément Saint-Bernard. Cet homme va donc, avec le comte de Champagne, on va dire, va envoyer, mandater 9 chevaliers, dont un qui est connu, qui s'appelle Hugues de Pin, alors on connaît à peu près la liste des 9 chevaliers, qui vont partir en Terre Sainte, avec une lettre qui va leur permettre de rencontrer Baudouin Ier, qui est le roi de Jérusalem à ce moment-là, qui est membre de la famille de Godefroy de Bouillon, parce que Godefroy de Bouillon, rappelons-nous, a pris Jérusalem en 1099, alors quand on dit « il a pris », avec son armée, il a pris Jérusalem, et lui-même avait refusé de porter la couronne royale à Jérusalem, parce qu'il ne voulait pas porter une couronne d'or dans le lieu où le Christ avait porté une couronne d'épines. Et donc c'est son frère, si je me souviens bien, Baudouin, qui va donc prendre le rôle de roi de Jérusalem. Et nos 9 chevaliers qui sont partis, alors officiellement le but de leur mission, c'est de protéger la route des pèlerins en Terre Sainte. Bon, ils partent à 9, hein. Donc ils ont du boulot, parce qu'à 9, dans les routes de la Terre Sainte, il y a du travail. Et ils vont rester sur Jérusalem, d'après les textes que nous avons, jusqu'en 1128. On ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire, globalement, pendant 9 années, parce que c'est plutôt précisément 9 années qu'ils vont rester. Quoi qu'il en soit, l'histoire nous dit qu'ils reviennent à 9 en Champagne. Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que à l'époque, quand vous partez, je sais pas, à 10 ou 100 ou 1000, vous revenez jamais à 10, 100 ou 1000. Pourquoi ? Parce qu'il y a les combats, parce qu'il y a les échauffourées qui sont, et beaucoup de gens meurent en Terre Sainte pendant leur mission. Et nos 9 chevaliers reviennent, semble-t-il, j'irais, on va dire en France, hein. On va résumer globalement, parce que la France que nous connaissons n'était pas celle de l'époque, mais on va parler de la France pour que ce soit plus simple. Ils vont donc revenir en France et ils vont rapporter les choses. Et c'est vrai qu'on va avoir des éléments qui sont assez étonnants par rapport à Bernard de Clairvaux. Quoi qu'il en soit, l'ordre du Temple, à partir de 1128, va être vraiment constitué par sa règle qui sera définie notamment par Bernard de Clairvaux et puis par, comment s'appelle, le comte de Champagne. J'avais oublié ça. Et donc, le comte de Champagne et Bernard de Clairvaux vont aider à constituer l'ordre du Temple, et c'est là où Bernard de Clairvaux va écrire cette fameuse règle que nous connaissons. Elle existe en bibliothèque nationale notamment, et on peut voir qu'il y a tout un ensemble de règles. Il y a eu énormément de livres écrits autour de cette règle. Je me souviens d'un particulièrement qui est très pointu, qui est celui de Georges Bordeneuve, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est un livre où vous avez vraiment des détails importants sur la constitution du temple, sur le fonctionnement du temple. Donc pour les passionnés d'histoire, je vous invite à lire ce livre. Sauf que les Templiers vont donc être très présents, ils vont être une puissance importante en Terre Sainte, et ils vont rester en Terre Sainte jusqu'au bout, puisque, j'irais, on va dire, les autochtones vont se rebeller contre cette occupation, parce que c'est une occupation de leur terre. Il va y avoir un homme qui va se distinguer chez les opposants, si je veux dire, chez l'ennemi de la chrétienté, qui s'appelle Saladin, et qui va petit à petit réussir à repousser les croisés, puisque globalement ce sont des croisés, et ils vont finir par perdre la Terre Sainte, notamment après la perte de Saint-Jean d'Acre, qui était un des ports les plus importants. Et les derniers vraiment qui vont résister, ça va être les Templiers, ces fameux personnages de l'ordre du Temple qu'on appelle maintenant les Templiers, et qui vont donc se battre jusqu'au dernier moment. Et il est intéressant de voir qu'il va y avoir un grand maître qui va mourir sous les murs de Jérusalem, qui est le grand maître Beaujeu. Retenez ce nom, parce que vous verrez qu'on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure. Et donc il va demander à ce que le trésor et les archives, c'est écrit, on a des textes, soient évacués à ce moment-là. Et ils vont réussir à s'enfuir. Et donc on va dire qu'à partir de ce moment-là, la chrétienté va perdre complètement la Terre Sainte.
Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du coup, l'ensemble des croisés reviennent en France. Les Templiers vont faire la même chose, sauf que le grand maître qui va succéder à Guillaume de Beaujeu va s'installer à Chypre, parce que pour les Templiers, il était impossible qu'on ne reprenne pas un jour la Terre Sainte. Donc Chypre étant, entre guillemets, pas très loin de la Terre Sainte, il s'était dit que si on faisait une place forte à cet endroit-là, on pourrait, le cas échéant, reconquérir les lieux saints. Et donc, la maison cheftaine du Temple se retrouve installée à Chypre, et l'ensemble, je dirais la grosse majeure partie des Templiers reviennent sur le territoire de France, ce qui représente quand même quelque chose d'assez considérable pour l'époque. Donc toute une armée va rentrer sur ce territoire, et qui va représenter quand même une puissance militaire non négligeable, et en plus économique et foncière, parce que les Templiers qui se sont installés petit à petit à travers les 173 ans globaux de leur vie, si je puis dire, de l'activité du Temple, vont installer, on estime, entre 4000 et 5000 commanderies sur l'ensemble de cette Europe qui existait à ce moment-là. Et donc, ils vont surtout être de très très riches propriétaires terriens. C'est-à-dire que le vrai trésor du Temple, quelque part, la puissance économique, ce sont les terres. Parce que les terres vont permettre de cultiver, de produire et donc de vendre et donc de rentrer de l'argent conséquente à travers, je dirais, dans les caisses de l'ordre du Temple. Cet argent, pendant toute cette période-là, va servir notamment à financer l'ensemble des armées qui sont en Terre Sainte et qui vont permettre aux chevaliers de construire des forteresses assez incroyables qui existent encore, je dirais, dans ce qu'on appelle les lieux saints, je dirais, dans toute cette région de la Palestine et autres. Enfin, du moins, j'espère, parce que tout ce qui s'y passe, on peut se demander ce qui peut rester. Et donc, cet argent va et notamment servir à ça. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la notion de la richesse de l'ordre du Temple est très présente dans leur présent. Pour tout le monde, les Templiers sont des gens très riches, et c'est vrai qu'ils sont riches foncièrement, ils ont des terres énormes. Ils sont plus puissants foncièrement que certains seigneurs et rois. Et ça, c'est clair, c'est visible. Donc à ce moment-là, quand je dirais les Templiers ont perdu, enfin quand je dirais les Croisés ont perdu la Terre Sainte, Saint-Jean d'Acre, eh bien évidemment ils reviennent en France. Mais cette puissance militaire qui est là va inquiéter les seigneurs et les suzerains, et notamment Philippe le Bel. Alors je fais vite parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Et c'est vrai que Philippe le Bel va craindre cette puissance militaire, d'autant qu'il va être confronté à une problématique dans son royaume. C'est Philippe le Bel, c'est quelqu'un, alors je dirais, Philippe le Bel, c'est un roi, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est le premier chef d'État de France. C'est lui qui va constituer vraiment un État. Il va avoir une vraie puissance royale qu'il va mettre en place. Et comme tout chef d'État, il a besoin d'argent, et il va jouer sur l'argent, et notamment il va, entre guillemets, modifier la monnaie en mettant moins d'argent, quand je dis d'argent, je parle du métal, dans les pièces. Et ce qui fait qu'un jour, alors une histoire, une légende raconte qu'un boucher de Paris voit une pièce toute neuve arriver, et il en prend une plus vieille, il la pose sur le plateau de sa balance, vous savez, les fameuses balances que l'on connaît, et manque de peau, au lieu que les balances restent au même niveau, eh bien, il y a un plateau qui descend, et celui qui est le plus lourd, c'est l'ancienne pièce, alors que la nouvelle est plus légère. Donc il en conclut qu'il y a moins de métal précieux dans la pièce, donc la pièce a été trafiquée. C'est ce qu'on appelle avoir un mauvais aloi. Et du coup, le bruit court dans Paris, et finalement, il y a des émeutes qui se produisent dans Paris. Les armées du roi ont du mal à circonscrire les émeutes, et Philippe le Bel est obligé d'aller se cacher, de quitter le palais royal, et d'aller se réfugier à la forteresse du Temple. Et ce sont les Templiers qui vont protéger Philippe le Bel. Et ils vont sortir, à la demande du roi, ils vont sortir de la forteresse pour calmer Paris, et c'est ce qu'ils vont faire. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où Philippe le Bel se rend compte de la puissance militaire des Templiers, et ça, il commence à réfléchir. D'autant que déjà, il a un petit conflit avec Jacques de Molay, qui est le grand maître de l'époque, parce que quand il lui dit grand maître de l'ordre, j'aimerais bien avoir de l'argent. Il faudrait que vous me prêtiez de l'argent. Et le grand maître du Temple lui dit non, c'est pas possible. Vous nous devez déjà des sommes assez considérables, on arrête de vous prêter de l'argent. Donc il va y avoir un conflit latent qui va se produire déjà sur le côté financier. Et là, Philippe le Bel, en plus, se rend compte qu'il y a la puissance militaire du Temple.
Alors, il faut quand même se rappeler que l'ordre du Temple a une particularité, c'est qu'il n'a qu'un seul patron, qu'un seul chef, auquel il doit des comptes. Ce ne sont pas des seigneurs, ce ne sont pas des rois, c'est le pape. Et le pape est quand même vraiment le patron de l'ordre du Temple, et donc si Philippe le Bel commence à se dire, je pense, attention, j'extrapole, hein, qu'on soit bien clair, j'y étais pas à l'époque, hein. Je sais que j'ai des cheveux blancs, mais enfin quand même. Il se dit, si un jour j'ai un problème avec le pape, et il en a eu avant, puisqu'il va avoir un très gros conflit avec un pape qui s'appelle Urbain, il va y avoir toute une cabale qui va se monter contre ce pape qui va être terrible, puisqu'il va même en mourir. Philippe le Bel a déjà été excommunié. Il faut quand même voir que quand un roi de France est excommunié, c'est le pays qui est excommunié. Et c'est quelque chose de terrible, parce que bon, maintenant on s'en ficherait un petit peu, mais à l'époque, au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, être excommunié, c'est ne pas pouvoir recevoir les derniers sacrements lorsque l'on va mourir, c'est ne pas pouvoir être enterré dans une terre consacrée, c'est ne plus avoir le droit de rentrer dans une église. Pour le peuple, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et donc, Philippe le Bel, qui a été plusieurs fois excommunié, a eu différents conflits, donc des conflits avec les papes. Et c'est vrai qu'il commence à se dire, si jamais un jour j'ai un autre problème avec le pape, parce qu'il réussit, après Boniface, à en faire nommer un qui est un peu, entre guillemets, à sa botte, enfin en gros il le tient, qui s'appelle Clément V, eh bien il se dit, si jamais j'ai un problème et que le pape Clément, ou un autre, décide de lever les Templiers contre le royaume de France, il sait très bien qu'ils ne feront pas le poids. La puissance militaire du Temple est telle que les hommes du roi de France, les armées du roi de France, ne seront pas suffisamment puissantes pour combattre les Templiers. Et la différence qu'il y a avec les autres seigneurs qui sont vassaux, du roi de France, c'est que les Templiers sont partout. C'est-à-dire que s'il y a un soulèvement global qui se fait, les vassaux et les suzerains auront des difficultés. Donc il se rend compte, entre guillemets, le danger potentiel qu'il y a pour lui d'avoir cet ordre qui est revenu, parce qu'il faut quand même se rappeler que les Templiers sont des Templiers qui sont des hommes qui sont aguerris au combat. J'aime à dire que c'est un peu les forces spéciales de maintenant, sauf qu'ils étaient plusieurs milliers. Donc des gens qui n'ont pas peur de lever l'épée, même, et vous verrez que c'est important, si la règle du Temple précise certaines choses. Bref, Philippe le Bel décide de faire tomber le Temple, et pour ça, il va mettre en place, je dirais, une cabale autour de l'ordre des Templiers, où il va faire courir les bruits à travers ces deux hommes, Marigny et Nogaret, des bruits, en gros ce qu'on appelle maintenant des fake news, vous savez, ça parle à tout le monde, ça, où il va dire que les Templiers vénèrent des idoles, que les Templiers crachent sur la croix, que les Templiers renient le Christ, et donc imaginez à l'époque médiévale ce que ça représente, sachant que le pilier de la société, c'est quand même la religion. Et donc, à force de faire courir ces bruits, ça va même remonter aux oreilles du pape Clément, qui à ce moment-là est à Poitiers. Donc il va décider de convoquer le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, à venir à Poitiers pour s'expliquer. Donc Jacques de Molay, qui lui est à Chypre à ce moment-là, eh bien, quand le patron le convoque, il y va. Sauf que Jacques de Molay, il faut quand même prendre conscience que c'est véritablement un chef d'État. La puissance templière peut être vraiment celle d'un État, un État dans l'État. Et donc, quand un chef d'État se déplace, vous savez comment ça se passe, de nos jours c'est quasiment la même chose, mais évidemment pas avec les mêmes outils, eh bien, il va y avoir tout un mouvement qui va se faire, c'est-à-dire que quand le grand maître bouge, c'est le temple qui bouge, et quand le temple bouge, c'est les archives qui partent avec le grand maître, et c'est le fameux trésor qui part. On va donc pouvoir les suivre jusqu'à Aigues-Mortes. De Aigues-Mortes, ils vont monter sur deux grosses commanderies qui se trouvent dans le Larzac, qui est Couvertoirade et Sainte-Eulalie de Cernon. Et puis un jour, quelques semaines, quelques mois après, Jacques de Molay arrive à Poitiers, entouré seulement d'une 50aine de chevaliers, mais pas de monnaie, pas d'archives. Et c'est à partir de ce moment-là où on perd la trace des archives, parce qu'il faut quand même voir qu'actuellement, au niveau de l'ordre du Temple, nous n'avons que très peu de documents. Et c'est vrai que les archives, en gros la vie quotidienne du Temple, les accords politiques qu'ils ont pu faire avec différentes sociétés ou puissances entre guillemets étrangères, nous n'avons rien du tout. Alors attention, je ne dis pas que le trésor du Temple ou les archives du Temple sont à la Couvertoirade
ou à Sainte-Eulalie-Sermon. Je ne dis pas ça. On perd leurs traces à ce moment-là. Et ça devient intéressant. Et évidemment, Philippe le Bel, lui, va continuer sa cabale et il va mettre au point quelque chose qui est assez incroyable pour l'époque. Il va décider de faire tomber les Templiers, avec globalement l'accord du pape, mais qui est plutôt réticent. Il va mettre au point un système qui est assez incroyable pour notre époque, parce que je vous rappelle qu'ils n'ont pas Signal, ils n'ont pas Telegram, ils n'ont pas WhatsApp, ils n'ont pas tous ces outils qui nous permettent de communiquer extrêmement rapidement. Il va lancer un ordre d'arrestation un mois avant la date qui est choisie. Ces ordres d'arrestation vont partir sur tout le territoire, alors le Royaume de France et même ailleurs, parce que le territoire de France, le Royaume de France n'est pas aussi grand qu'on peut l'imaginer à cette époque-là, avec l'ordre de n'ouvrir ce document que le vendredi 13 octobre 1307 au matin. Et c'est ce qui va se produire. Et du coup, dans tous les baillis et les sénéchaussées de tout le royaume, les mêmes baillis et les mêmes sénéchaux vont ouvrir cet ordre le vendredi 13 octobre 1307 au matin, et tous les Templiers vont être arrêtés, on va dire, au pied du lit, et ils ne vont pas se défendre. Il y a sûrement eu quand même des réactions, il ne faut pas se faire d'illusions, mais globalement, il n'y a pas de défense. Alors pourquoi il n'y a pas de défense? Parce que souvent on me dit, mais pourquoi ces militaires, ils auraient dû se défendre? Eh bien, il faut savoir qu'on parlait de la règle templière tout à l'heure. Il y a un passage dans la règle des Templiers que vous pouvez trouver, le très officiel, ça par contre, elle est à la Bibliothèque nationale, où il est bien précisé qu'un Templier ne peut pas lever l'épée contre un chrétien, je ne parle pas d'un catholique, contre un chrétien, à moins qu'il lui ait été attaqué par 3 fois. Ce qui explique pourquoi ils sont saisis si rapidement qu'il n'y a pas de résistance. Évidemment, on est à peu près certain que quand même de nombreux Templiers ont dû se défendre et que de nombreux autres ont réussi à s'enfuir, et nous verrons que c'est pas anodin. Alors quel but poursuivait Philippe le Bel finalement? L'argent, la crainte militaire ou un secret? Parce qu'il est vrai que Philippe le Bel va avoir une attitude particulière après l'arrestation des Templiers. Il va aller dans le temple, et ça on a quand même une trace. Il va absolument vouloir démolir le tombeau de l'architecte de la forteresse du Temple de Paris pour voir ce qu'il y a dedans et chercher quelque chose. Il cherche. Visiblement, il ne trouve rien, mais on voit qu'il cherche quelque chose. Donc, son objectif, c'était, de récupérer de l'argent, ça c'est certain. Finalement, il n'en a pas récupéré grand-chose. Récupérer probablement les puissances foncières de l'ordre du Temple, parce que c'était aussi un de ses objectifs, parce que l'argent venant par la vente des productions des terres dans les foires et autres, parce que les foires étaient extrêmement importantes à l'époque, eh bien, il se disait, ça va être très bien pour moi, ça va redresser mes caisses. Sauf que, comme on le sait, puisque l'ordre du Temple était lié au pape, c'est le pape qui décida de ce qu'il allait faire, et tous les biens de l'ordre du Temple ont été remis à l'ordre des Hospitaliers, qui lui avait été créé et constitué quelques années avant l'ordre du Temple. Et donc c'est cet ordre hospitalier qui va récupérer la puissance financière, et pas militaire, puisque évidemment les Templiers sont arrêtés. Et ils vont donc évoluer dans le temps, comme vous le savez, jusqu'à devenir de nos jours, puisqu'ils sont issus de ça, l'ordre de Malte, que nous connaissons maintenant. C'est le seul ordre chevalier qui existe encore, issu de l'époque médiévale. Du moins, l'ordre chevalier officiel. Alors, tous ces Templiers qui vont être arrêtés, vous le savez, ils vont être torturés, parce que je vous rappelle la méthode de l'époque. On arrêtait, on vous torturait, après, on vous posait des questions, puis si ça n'allait pas, on vous retortirait un petit coup pour voir si vous étiez toujours d'accord. Et c'est vrai que quand vous êtes torturé, on vous demande si vous avez craché sur la croix du Christ, on vous demande si vous avez renié le Christ, on vous demande si vous vénérez une idole, et bien évidemment, on est tous des hommes ou des femmes, on finit par avouer tout et n'importe quoi. Et on avoue qu'on a renié le Christ, et que l'on a craché sur la croix, et qu'on a vénéré une idole, et voire même qu'on était ceux de... Hop là, tant qu'à faire. Et donc, à partir du moment où ces aveux sont faits, ça appuie les thèses de Philippe le Bel, et il va donc y avoir, je dirais, la possibilité de détruire l'ordre du Temple, et beaucoup de Templiers vont donc être emprisonnés après avoir avoué. Mais comme ce sont des hommes, malgré tout d'honneur, au bout d'un moment, beaucoup vont dire « Non, non, ce que j'ai avoué, c'est parce que c'était la torture, il fallait que ça s'arrête ». Et donc, ils deviennent ce qu'on appelle relapse au Moyen-Âge. Et là, ils sont remis dans les bras séculiers, et c'est là où on les brûle. Et on voit les bûchers brûler. Et évidemment, tout le monde connaît ce qui s'est passé
je suis navré, ce qui s'est passé avec, j'irais, Jacques de Molay, qui lui aussi va avouer avoir rogné et craché sur la croix du Christ, parce que c'était la torture, mais sauf que lui aussi il va avoir un Roland d'honneur, et il va se redresser. Il était sur le parvis de Notre-Dame de Paris, puisqu'il va être condamné devant le roi, le pape et les évêques étaient présents. Eh bien, il se redresse, il dit non, ce que j'ai dit c'est faux, je n'ai jamais fait ce que vous m'avez dit. Et là, Philippe le Bel est heureux, parce qu'il se dit, ça y est, j'ai réussi. Et le grand maître et 2 autres de ses compagnons vont être brûlés en lui le juif, le 18 mars 1314, à Paris. On va dire qu'officiellement, l'histoire du temple s'arrête là. Et la vraie question, c'est, y a-t-il eu, une continuité de l'ordre du temple après, je dirais, cette disparition? Alors, les Templiers non arrêtés vont fuir le royaume de France. Ils vont s'essaimer dans différents pays. Alors, il faut savoir que le pape a donné l'ordre à tous les royaumes d'arrêter les Templiers. En revanche, en dehors du royaume de France, les Templiers n'étaient pas forcément torturés. Et on a quand même des éléments qui sont assez étonnants, puisque les Templiers d'Angleterre, par exemple, vont être entendus, comme on dit, libres, c'est-à-dire qu'ils vont être arrêtés, entendus, et on leur pose des questions. Est-ce que vous avez renié le Christ? Est-ce que vous avez craché sur la croix du Christ? Et autres. Beaucoup, évidemment, vont dire non, parce que c'est la majorité des Templiers, mais il y a quelques-uns qui vont affirmer qu'en effet, ils ont bien fait ce dont on les accuse. Ils vont être libérés, et donc ça c'est intéressant, parce que on a quand même des éléments de témoignage qui nous disent que des Templiers avaient une pratique, semble-t-il, alors on peut employer le mot, pas catholique du tout. Pour un ordre qui était, je dirais, chrétien catholique, c'est quand même un peu surprenant. Et donc ces Templiers vont, ceux qui étaient en royaume de France, vont réussir à s'enfuir et partir notamment, comme je le disais, en Angleterre. Il y avait déjà des Templiers en Angleterre, en Espagne, parce qu'il y avait aussi déjà des Templiers en Espagne, et au Portugal. Mais l'ordre n'existe plus. Et nous verrons que petit à petit, ces Templiers vont inclure d'autres ordres dont on parlera un peu plus loin. Il y a donc tout un légendaire qui se met en place autour, des Templiers. Et attendez, je fais comme notre ami Bérou, je me perds dans mes fiches. Non, mais il ne faut pas vous moquer de Bérou comme ça. Hein. Non, c'était un clin d'œil, j'ai rien contre M. Bérou. Donc, la vraie question que l'on peut se poser, c'est est-ce que finalement les Templiers cachaient-ils pas quelque chose? Alors, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui pourraient nous indiquer que nos Templiers avaient, un sujet caché ou quelque chose? Alors, c'est là où on va rentrer un peu très rapidement, hein, pas dans les détails, parce que quelle heure est-il? C'est vrai que le temps passe vite et moi je parle beaucoup. Les Templiers, donc, avaient-ils quelque chose qui pouvait donner une information, une indication sur quelque chose de caché? Bien, nous allons déjà avoir le fameux sceau, dont celui-là que vous voyez. Alors, il est très stylisé, hein, qu'en soyons clairs. Hein. C'est ChatGPT qui me l'a fait, parce que je n'avais pas le temps de faire des photos de ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, le sceau Templier, qui est un peu particulier, puisque vous savez qu'il représente deux chevaliers du Temple sur un seul cheval, hein, et que les historiens, jusqu'à il y a encore quelques années, disaient c'est normal, parce que le vrai nom de l'ordre du Temple à l'origine, c'est les pauvres chevaliers du Christ de Jérusalem et du Temple. Et que comme ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup de sous, donc ils n'avaient qu'un seul cheval pour 2 chevaliers, et ils allaient au combat comme ça. Alors imaginez les types sur un seul cheval, en train de se défendre, voire d'attaquer, à 2 sur un cheval, sachant qu'ils étaient quand même équipés un petit peu lourdement à l'époque, il fallait des chevaux qui étaient quand même un peu costauds. Donc on arrive maintenant quand même à avoir certains historiens officiels qui disent oui, il y a une symbolique là-dedans, il y a quelque chose. Et la symbolique du double est extrêmement intéressante. Et puis, il va y avoir un autre symbole important dans l'ordre du Temple, c'est le fameux drapeau, le drapeau templier qui est fait, on va dire, globalement d'un carré blanc et d'un carré noir, donc blanc et noir. Alors, dessus, en général, il y avait une croix du Temple. Pas forcément, ça peut être juste un drapeau blanc et noir. Et on voit que ce drapeau blanc et noir, on est quand même sur quelque chose d'assez surprenant, parce qu'on est un peu dans une forme, allez, on va dire le mot, d'un dualisme, de quelque chose où il y a deux extrêmes qui se présentent, et finalement un peu comme sur le sceau que nous avons. Et puis même la tenue des Templiers est intéressante, parce que
Il faut se rappeler que les chevaliers templiers étaient habillés de blanc, avec la fameuse croix évidemment. Alors quand je dis chevalier, c'était vraiment des chevaliers. C'est-à-dire que pour être chevalier du temple, il fallait être d'origine noble. Il fallait être déjà quelqu'un qui avait un titre de noblesse. Ceux qui n'avaient pas de titre de noblesse, qui rentraient dans l'ordre, avaient donc, c'était des hommes d'armes, si je puis dire, même si certains étaient de haut niveau, ils avaient une tenue soit noire, soit brune, en général. Donc c'est amusant, on revoit encore ces deux couleurs, le clair et le sombre, qui se présentent, et on peut se poser des questions sur cette volonté par rapport à ces accusations qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, est-ce que nos Templiers étaient-ils des dualistes, ou du moins certains d'entre eux? Certains d'entre eux étaient-ils des dualistes? Y avait-il quelque chose de caché au sein de l'ordre du Temple qui pourrait penser à une forme d'un autre type de christianisme qui est ce que l'on appelle le gnosticisme? C'est une vraie question que l'on peut se poser. Et puis, l'autre question qui nous interroge sur toutes ces histoires de symboles, c'est qu'est-ce que finalement ont fait les 9 premiers Templiers pendant les quelques années qu'ils ont été seuls là-bas? Et c'est vrai qu'on se demande vraiment ce qu'ils font, parce que comme je vous le disais, ils partent à 9, ils reviennent à 9, donc ils n'ont pas été au combat, il faut être clair. Ils ont fait autre chose, et comme ils ont été mandatés par Saint Bernard de Clairvaux, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'il y avait, quels étaient l'objectif de leur première mission, qui par la suite entraînera la création de l'ordre. Et c'est vrai que Saint Bernard, après le retour des chevaliers, va avoir une attitude particulière, et notamment en se rapprochant des rabbins de la région de Troyes. Et ça, on le sait, c'est historique. Il y a un échange assez important avec les rabbins de la région de Troyes et Saint Bernard de Clairvaux. Enfin, celui qui deviendra Saint Bernard de Clairvaux. Ce qui est un peu surprenant, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les gens de religion judaïque n'étaient pas forcément très appréciés. Et quand on voit un homme de cette envergure, je dirais, chrétienne, catholique, on peut s'étonner, sachant qu'il avait quand même été dans le combat contre les églises gnostiques, notamment contre les cathares, puisqu'il avait été également prêché pour essayer de faire en sorte que les cathares reviennent dans la fibre catholique. Bon, il s'en était retiré, notre ami Saint-Dominique a fait le nécessaire après, et on sait ce que ça a donné au niveau du catharisme. Mais on voit que Saint Bernard de Clairvaux est un personnage particulier. Et donc, nos Templiers qui vont donc s'essaimer un peu partout, on va voir que non seulement nous avons de la symbolique, et puis petit à petit, nous allons avoir un essaimage qui va se faire à travers l'Europe, et il va y avoir également, si je puis dire, des légendes qui vont commencer à monter petit à petit dans le monde du médiéval, même après la chute de l'ordre du Temple. Notamment, on a quand même un événement assez étonnant, c'est qu'il faut savoir qu'en Angleterre, il va y avoir une bataille importante faite par Robert Bruce, qui s'appelle la bataille de Bannockburn, qui va avoir lieu du 23 au 24 juin 1314, et que ça s'est très 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 mal engagé pour Robert Bruce contre les Anglais. Robert Bruce étant le futur roi d'Écosse, Robert Ier, et justement c'est pour ça qu'il combat les Anglais. Et la légende nous dit, je dis bien une légende, on n'a pas vraiment de certitude, mais cette légende, et comme j'aime à le dire, il n'y a jamais de fumée sans feu, précise que Robert Bruce va finalement gagner la bataille grâce à l'intervention des chevaliers du Temple. Mais là, nous sommes en juin 1314, c'est-à-dire qu'officiellement, l'ordre n'existe plus. Donc déjà, on a une manifestation dite templière en juin 1314. Et donc, on va petit à petit avoir l'influence du légendaire templier dans l'histoire qui va commencer. Et ce légendaire templier va petit à petit s'infuser, s'instiller à travers les époques. Et nous allons voir arriver petit à petit des organismes, je dirais, initiatiques, philosophiques, qui vont reprendre le thème d'une légende templière. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour le dire, mais petit à petit, on va voir que cette légende templière va venir dans les époques. On va voir des sociétés discrètes, secrètes, on les appelle comme on veut, qui vont petit à petit rentrer ce légendaire dans leurs histoires, dans leur légendaire propre et, on va dire le mot, dans leurs rituels, et notamment dans des organismes comme la franc-maçonnerie ou comme le rosicrucisme. Et on va voir que ce légendaire templier va être extrêmement important et qu'il va petit à petit vraiment
s'installer dans le monde ésotérique, philosophique, et notamment en France, et en Angleterre bien évidemment aussi, et que ça va être quelque chose d'extrêmement important pour l'évolution de ces sociétés. Et petit à petit, on va avoir un templarisme qui va se mettre en place. Et quand je dis un templarisme, c'est-à-dire des gens qui vont se référer à l'ordre du Temple. Et c'est vrai que les premières manifestations visibles et très bruyantes, si je puis dire, vont se passer lors du Premier Empire. C'est ce que j'appelle le templarisme d'Empire, avec un homme qui va être le porteur de cette résurgence, si je puis dire. C'est Bernard Raymond Fabré-Palaprat, qui se dit être le continuateur de l'ordre du Temple après Jacques de Molay et un certain nombre de grands maîtres qui auraient continué à exister après la disparition de l'ordre. Alors, pour ce faire, il va s'appuyer sur un document, c'est ce qu'il nous dit, qui s'appelle la charte de Jean-Marc Larménius, qui est signée, semble-t-il, par tous les grands maîtres après Jacques de Molay, officiellement, qui, je vous rappelle que l'ordre du Temple a disparu. Et donc, il va s'appuyer sur cette charte que l'on ne connaît pas. Alors, il y a des documents qui circulent. Sont-ils vrais, sont-ils faux? En tout cas, il y a eu ce document, cette charte, qui permettait à Fabré-Palaprat de se dire être descendant de l'ordre du Temple et l'être l'un des grands maîtres. Alors, il faut quand même imaginer qu'à l'époque, il va y avoir une manifestation à Paris qui est assez incroyable, qui va se passer à l'église Saint-Paul, où l'église Saint-Paul va être décorée avec les armes du Temple, et qu'il va y avoir une procession dans les rues de Paris d'hommes montés à chevaux, habillés en templiers, et qui vont vraiment se rendre à Saint-Paul. Imaginez ça, c'est assez impressionnant et considérable. Tout ça sous, je dirais, la bienveillance de l'État de l'époque, et notamment de notre cher Napoléon. Donc on a une première vraie résurgence visible qui se passe et qui dit, voilà, on veut reconstituer l'ordre du Temple. Donc on est quand même sous le Premier Empire, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de siècles qui ont passé depuis la disparition de l'ordre, et plusieurs autres ordres vont se mettre en place autour de cette résurgence. Celui de Fabré-Palaprat va plus ou moins tomber à l'eau, d'autres vont reprendre la main. Et nous allons donc avoir des nouveaux ordres initiatiques templiers qui vont se mettre en place. Mais ceci dit, nous allons donc avoir maintenant dans la constitution sociétale de la France, il va y avoir ces mouvements qui vont se mettre en place. On parlait de la franc-maçonnerie, du rosicrucisme. Et maintenant, il y a le templarisme qui est vraiment quelque chose de vivant, si je puis dire. Et tout ça va aller, tout va à peu près bien se porter jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis la Seconde. La Seconde Guerre mondiale va donc être quelque chose de terrible, puisque vous savez que les ordres initiatiques ont particulièrement pâti de ce qui s'est passé sous le régime de Pétain et des nazis, puisque vous savez qu'il y a eu le fameux complot judéo-maçonnique. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu quand même à peu près 45 000 francs-maçons qui ont été déportés dans les camps de concentration. On en parle peu, mais j'aime bien le préciser, parce que ce sont des hommes qui sont libres dans l'esprit et dans le cœur, ont été déportés, torturés et massacrés. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, ces ordres initiatiques ont énormément souffert, et c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, les ordres initiatiques ont été, je dirais, on va dire plus discrets, et surtout, ils ont été beaucoup plus méfiants, et on peut le comprendre. Malgré tout, ce qui est triste avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que tout a été détruit et tout était à reconstruire. Et quand tout est à reconstruire, tous les espoirs sont possibles. Et notamment, il faut construire physiquement les villes, le pays globalement. Il faut lui rendre une économie, mais aussi, petit à petit, on a envie de reconstruire les idées. Et ça, c'est important. Et donc, on va avoir des mouvements, alors les fameux mouvements que l'on connaît tous, les Rose-Croix, les francs-maçons, certains templaristes, vont reprendre, excusez-moi l'expression, du poil de la bête, parce que tout semble possible à ce moment-là. Et c'est vrai que le pays se reconstruit non seulement physiquement, mais aussi dans l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant.
Et puis, on va avoir petit à petit des gens qui vont se dire il y a eu des résurgences templières et finalement les Templiers sont un élément important de la société française depuis la nuit des temps. Je vous rappelle que Michelet disait que la destruction de l'ordre du Temple a été la chose la plus catastrophique qui ait pu arriver dans l'histoire de France. C'est pas moi, c'est Jules Michelet. Et donc, on va avoir cette passion qui va revenir, et puis ça va commencer... il va y avoir une résurgence moderne qui va commencer à apparaître, puisque un homme va un jour, alors il y a toute une légende, je ne vais pas vous la raconter parce que c'est un peu long, va découvrir un lieu qui s'appelle Argigny. Cet homme, c'est Jacques Brière. Il va se rendre à Argigny, où il va être reçu par le comte de Rosemont, propriétaire du château d'Argigny. Alors, la légende nous dit qu'il avait trouvé une petite annonce dans un journal abandonné. Je le raconte dans mon livre, parce que c'est assez truculent comme légende, comme belle histoire, si je puis dire. Et donc, Jacques Brière va donc se rendre à Argigny, rencontre le comte de Rosemont. Il va rester à Argigny, on va dire, entre guillemets, seul pendant 7 ans. 7 ans, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Et petit à petit, il va rencontrer des gens qui vont venir à lui, qui lui disent, voilà, on vous cherche depuis longtemps, et on a besoin de vous pour reconstruire l'ordre du Temple. Alors, il y a plusieurs personnages qui vont tourner autour. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être long, mais par contre, il y a un homme, qui est extrêmement important, que l'on nomme assez peu dans la fameuse résurgence d'Argigny. C'est un certain Maxime de Roquemaure. Alors, je pense que certains connaissent ce nom. Maxime de Roquemaure est un personnage très particulier, qui est ce que j'aime à dire un grand initié. Et finalement, c'est lui qui va être l'homme de l'ombre de la résurgence d'Argigny. Et c'est celui qui va être l'arbre qui cache la forêt. Donc cette résurgence d'Argigny va se faire avec des moyens particuliers. Quand je dis des moyens, c'est des moyens philosophiques. Il y a même des opérations de théurgie. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'une opération de théurgie, on va dire de la magie, si vous voulez, puisqu'ils vont faire appel aux esprits des Templiers. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et que l'esprit de Jacques de Molay va se manifester auprès de Jacques Brière pour lui dire « tu dois reconstituer l'ordre du Temple ». Et Jacques Brière va donc reconstituer avec les gens qui l'entourent, et notamment Maxime de Roquemaure, parce que c'est Maxime de Roquemaure qui est, entre guillemets, le patron de la résurgence, ils vont tenter de relancer l'ordre du Temple. Sauf que vous savez, c'est la problématique des rassemblements humains. Il y a toujours des gens qui veulent être calife à la place du calife. Et évidemment, il va y avoir une scission qui va se faire à cause des problèmes d'ego, justifiés, pas justifiés. Finalement, la résurgence, je vous fais rapide, parce que sinon on en a pour des heures, la résurgence d'Argigny va donc ne pas fonctionner. Ça va mal se placer. Et donc les gens qui, et j'insiste bien sur le mot, les gens qui ont envoyé Maxime de Roquemaure se retrouvent dans quelque chose qui ne marche pas. Sauf qu'il fallait que ça marche. Donc il fallait absolument pouvoir relancer quelque chose qui permette de refaire une résurgence templière sérieuse. Parce que des ordres néo-templiers, il y en avait des palanqués, mais ces ordres néo-templiers avaient-ils l'essence qui était attendue? Et donc, les personnes qui vont être avec Maxime de Roquemaure, celles qui vont lui avoir dit, voilà, il faut que tu pousses cette résurgence, c'est un groupe d'individus qui est extrêmement discret. Quand je dis extrêmement discret, c'est extrêmement complexe. Ce groupe d'individus est issu, vous verrez, je l'explique assez précisément dans mon livre, est issu de ce qui est resté de l'ordre du Temple après la destruction de l'ordre du Temple. On se posait la question sur cette symbolique templière, y avait-il quelque chose caché au sein de l'ordre du Temple? Ma conviction est qu'au sein de l'ordre du Temple, il y avait un collège d'initiés, particulièrement initiés, qui faisait
qui distribuait une connaissance à un certain nombre de personnes, un certain nombre de Templiers, pas tous les Templiers, mais un certain nombre de Templiers qui étaient triés sur le volet, d'où cette notion de reniement du Christ, de la croix, et j'irais peut-être de vénérer une idole. Pourquoi? On ne sait pas. Mais visiblement, il y avait un ordre secret. Et cet ordre secret a réussi à se cacher, si je puis dire, après, je dirais, la destruction de l'ordre, et notamment dans des ordres à l'étranger, et notamment en Espagne. Alors, au Portugal, des Templiers, si je puis dire, du siècle, entre guillemets, non initiés, se sont regroupés, et c'est vrai que le roi du Portugal a créé un ordre spécialement pour eux, qui était l'ordre du Christ. Et cet ordre, c'est vraiment la copie conforme de l'ordre du Temple. On a juste changé le nom. Vous savez, comme font certaines marques qui ont eu des problèmes d'intoxication ou autre, ils changent de nom, ils font du ripollinage pour pas qu'on les reconnaisse. Et bien là, c'était un peu la même chose. On a changé de nom pour éviter qu'il y ait des problématiques. Et ça, c'était au Portugal, c'est l'ordre du Christ. En revanche, en Espagne, il y avait déjà un ordre institué depuis très longtemps qui a reçu ces Templiers. Allô ? Ah oui, si, ça marche. J'ai dû faire une bêtise, je vous prie de m'excuser. Qui a reçu ces Templiers, et ces Templiers initiés ont continué à évoluer, et ils continuent à initier à travers les temps, à travers les siècles, jusqu'à venir à ce groupe de Templiers, on va dire, de notre époque, qui, eux, étaient cachés, entre guillemets, étaient discrets depuis extrêmement longtemps, et l'après-guerre, pour eux, était le bon moment pour remettre l'ordre du Temple tel qu'il était conçu à l'origine. Du moins, dans un esprit ésotérique et philosophique. Et donc, l'affaire d'Argini ne va pas fonctionner. Vous verrez les détails, parce que c'est assez complexe, parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire entre la maçonnerie et ces, et ces personnes. Mais Argini, on va dire, ça tombe à l'eau, mais il faut relancer l'ordre du Temple. Et autant que Jacques Breyer était un homme qui avait la maturité pour relancer je dirais, une résurgence à l'époque, le groupe de ces personnes qui étaient à l'origine de cette résurgence avait plusieurs, si je puis dire, plusieurs poulains qui pouvaient les lancer, mais dont un, dont on nous parlera un peu plus tard, qui était relativement jeune à l'époque parce qu'il avait 25 ans, donc on n'investit pas sur un jeune homme de 25 ans parce qu'il n'a pas forcément la maturité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un plan B qui était dessiné depuis un petit moment. Eh bien, on va partir en Normandie, où nous allons découvrir qu'un homme, un jour, va découvrir, du moins c'est ce qu'il dit en rentrant dans le bureau d'un maire, « Monsieur le maire, j'ai découvert le trésor des Templiers sous le donjon du château. » C'est la fameuse affaire de Gisors. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas tous. Donc l'affaire de Gisors, ce monsieur s'appelle Roger Lemoy, et il va donc dire qu'il a découvert le trésor des Templiers au château de Gisors. Donc un homme se prépare à la demande de la fameuse société secrète dès 1950, et il va travailler sur Gisors bien avant cette histoire, j'irais, de trésor à Gisors, puisque, alors, quand je dis bien avant, lui il se prépare, mais certes, il va travailler sur l'histoire de Gisors dès 50, et il va rencontrer ce personnage, Roger Lemoy. Et ce jeune personnage qui était après-guerre dont je vous parlais, c'est un certain Pierre Plantard. Et il va y avoir nécessité de relancer quelque chose à travers l'histoire de Gisors. Et donc, il va y avoir ce maître secret, si je puis dire, et je souris en disant ça, qui est donc Pierre Plantard, mais Pierre Plantard a besoin de quelqu'un pour écrire une belle histoire autour de Gisors, de l'affaire de Gisors. Parce que Plantard est un homme de connaissance, c'est un initié, un grand initié. Alors certains qui connaissent un peu l'affaire vont me dire « Oui, mais Plantard, avant la guerre, c'était un fasciste, il a été proche, il a même présenté, entre guillemets, sa candidature auprès des Allemands, qui ont refusé de la prendre. Ceci dit, oui, c'est vrai, parce que nous avons des écrits, c'est historique. En revanche, je vous rappelle qu'on a quand même eu un ancien président de la République socialiste qui avait reçu la francisque de la part de Pétain. Donc on voit que tout le monde peut changer dans sa vie, et même si on a eu des idées à un certain moment de sa vie, on est aussi capable de changer parce qu'on rencontre les bonnes personnes. Ceci dit, Pierre Plantard est quelqu'un qui a été baigné dans l'ésotérisme dès sa plus jeune enfance, et il a donc été, entre guillemets,
alors on va dire initié, si je puis dire, je ne parle pas de cérémonie, initié aux connaissances cachées et ésotériques à travers des rencontres avec des personnes. Et c'est là où il a été repéré par ces fameuses personnes dont je vous parlais, de cette société très secrète issue du temple historique. Et c'est là où il a été décidé, après la catastrophe d'Argini, de lancer ce que j'appelle le plan B, c'est-à-dire Gisors. Et là, Pierre Plantard va vraiment prendre la main. Mais Plantard est quelqu'un de discret, il ne veut pas apparaître en premier plan, et il va donc avoir besoin d'une plume. Et cette plume, ça va être un auteur qui s'appelle Gérard de Sède. Je pense que vous connaissez tous Gérard de Sède. Ouais, non? Ouais, bon. Et donc Gérard de Sède et Pierre Plantard vont donc décider de raconter l'histoire de ce monsieur Roger Laumois qui aurait découvert le trésor des Templiers au château de Gisors. Et ils vont donc décider d'écrire un livre qui s'appelle « Les Templiers sont parmi nous ». Je vous invite à réfléchir sur le titre. « Les Templiers sont parmi nous ». Réfléchissez bien, on en parlera un peu plus tard. Et c'est vrai que dans son livre, Gérard de Sède va impliquer l'histoire des Templiers d'une façon très précise, en disant que les Templiers ont caché le trésor à Gisors, que les Templiers étaient très présents à Gisors. Sauf ce que l'on sait historiquement, c'est que les Templiers ont bien été à Gisors pendant 3 ans. Et ils étaient 4. Et pourquoi ils n'étaient que 4 à Gisors? C'est parce que la forteresse ne leur appartenait pas. Parce que tout simplement, quand il y a le château de Gisors se trouve donc en Normandie, dans le Vexin normand, sur le bord d'une rivière qui s'appelle l'Epte. Et cette rivière est la frontière naturelle entre le duché de Normandie et le royaume de France. Et évidemment, vous pensez bien qu'entre les ducs de Normandie et le royaume de France, il y a souvent eu des conflits, et qu'un coup Gisors passait aux Normands, qu'un coup passait aux Français, et ainsi de suite. Et à un moment, il y a eu une problématique entre les rois de France et les ducs de Normandie, et il a fallu mettre, je dirais, les casques bleus sur place tant qu'une décision politique n'était pas prise. Et c'est ce qui s'est fait, et les Templiers ont été, 4 chevaliers du Temple ont été gardiens du château de Gisors pendant 3 ans, jusqu'à temps que les accords politiques se fassent. Donc vous voyez que la présence templière à Gisors, elle est rien. Elle n'est rien du tout. Mais tout le livre de Gérard de Sède et je dirais de Pierre Plantard, parce qu'il faut bien le dire comme ça, et c'est vrai que c'est écrit dans le bouquin, dans les premières pages, où on cite bien que Gérard de Sède est l'écrivain, que Sophie de Sède, la femme de Gérard de Sède, est donc aussi participante à la création, que Pierre Plantard est documentaliste, c'est clairement écrit, et d'ailleurs plusieurs plans vont être présentés et dessinés, et dont les plans sont de Pierre Plantard. Donc on voit qu'il y a une volonté à travers ce livre, sauf que ce livre va faire un bruit considérable parmi, je dirais, les gens qui se passionnent de mystère et d'ésotérisme. Ce livre sort en 1962, et c'est vrai que je vous dis, les gens sont à la recherche de nouveaux intérêts philosophiques. On espère reconstruire le pays, on est encore dans l'après-guerre. Donc tout le monde se met à rêver et se dire que l'on peut faire des choses différentes. Et un écrit comme celui de Gérard de Sède va frapper les personnes. Et je ne vous cache pas que moi, je suis né en 1960, quand j'avais 16 ans, 13, 14, 15 ans, Les Templiers sont parmi nous était mon livre de chevet. Donc c'était quelque chose qui a marqué les générations et les époques. Et ce livre va tellement faire de bruit à l'époque que, eh bien, on va finir par en parler dans un outil qui est très moderne, qui est la télévision. Sauf que la télévision, à l'époque, il n'y a pas une diffusion comme il y en a maintenant. On a tous une, voire 2, 3, et certains ont même 4 télés chez eux. À l'époque, il y avait une télé dans certains foyers. Les voisins venaient regarder les émissions le soir. Il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc qui ne marchait pas en permanence, qui s'arrêtait à 22h ou 22h30. Mais en tout cas, tous les gens venaient regarder cet outil magique qui était la télévision. Et il y avait un personnage incroyable et puissant qui était passionné par la télévision, et son plaisir, c'était de regarder la télévision le soir, c'était Charles de Gaulle. Et ça, c'est connu dans ses mémoires, il le dit. Il se passionne pour cet outil. Vous permettez ? Et donc, le livre « Les Templiers sont parmi nous » font tellement de bruit que bien des journalistes se disent « Allez, tiens, on va recevoir cet auteur, Gérard de Sède,
qui va nous parler de son livre. Et donc il vient sur le plateau d'une émission qui s'appelle Lecture pour tous, qui est pilotée par des journalistes de l'époque très importants. Et Gérard de Sède va raconter toute l'histoire autour des Templiers, du trésor de Gisors. Et il va faire quelque chose d'assez incroyable. Il va invectiver directement le ministre Malraux, qui est ministre de la Culture à l'époque, à l'écran, en disant « Je demande à M. Malraux de venir faire des fouilles officielles à Gisors », parce qu'évidemment, personne ne voulait creuser à Gisors. On disait que le fameux Roger Lemoy avait tout inventé. Et de Sède, à la télé, et là, il n'y avait que du direct, hein. On ne pouvait pas couper, dit ben voilà, que M. Malraux fasse des fouilles pour qu'on sache au moins ce qu'il y a. Imaginez quand ça se passe comme ça et que vous avez un certain type qui s'appelle Charles de Gaulle qui regarde la télé et qui voit qu'un de ses ministres est invectivé, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, en effet, le ministère de la Culture va donc faire des fouilles à Gisors. Donc le livre de Gérard de Sède va être encore plus connu. Les idées qui sont dans le livre autour du temple vont être encore plus connues. D'autant qu'à la fin de ce livre, il y a ce qu'on appelle l'interview d'un hermétiste qui donne des explications très ésotériques et très hermétistes autour de Gisors et de différentes choses liées à l'ésotérisme. En vérité, cet hermétiste qui répond à une interview, c'est Pierre Plantard. Sauf que déjà, on sent dans ce livre la présence d'un organisme caché, qui est véritablement... On commence à sous-entendre qu'il y a quelque chose de caché, mais on ne va pas donner son nom tout de suite. Et donc, ce livre va être quelque chose d'important. Et donc, Gisors, le ministre de la Culture va donc faire en sorte qu'il y ait des fouilles. Et en effet, il y a des fouilles qui sont faites, qui vont durer près de 3 mois à l'époque. Résultat des courses, on reçoit, enfin, je dirais même, on peut le trouver, et moi je l'ai, j'ai réponse du ministère de la Culture par rapport aux fouilles à Gisors. Il n'y a rien à Gisors, il n'y a rien à découvrir. Dont acte. Donc, à partir de ce moment-là, l'affaire de Gisors est close, puisque le ministère de la Culture dit qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et il va se passer un événement assez incroyable en 1964. 2 ans après, Pierre Messmer, ministre des Armées, parce qu'à l'époque c'est ministre des Armées, va mandater à Gisors le génie de Rouen. Alors, quand je dis le génie, ce n'est pas tout un régiment. Ils vont sélectionner 12 sapeurs du génie. Le château de Gisors est déclaré zone militaire. Pendant 1 mois, parce que ça dure de février 64 à mars 64, pendant 1 mois, les militaires vont creuser, fouiller dans le château sans qu'on sache ce qui s'y passe, avec des hommes qui protègent la zone militaire, c'est l'armée. Les Gisorsiens voient sortir, rentrer des camions pendant 1 mois. On ne sait pas ce qui se passe. Résultat des courses, le ministère de la Défense établit un rapport disant qu'il n'y a rien à Gisors. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'après que le ministère de la Culture soit passé, on envoie l'armée. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a peut-être un missile nucléaire caché dedans. Ceci dit, l'affaire de Gisors avait fait tellement de bruit qu'à partir de ce moment-là, Gérard de Sède et Pierre Plantard ne bougent plus une oreille. Donc, si je puis dire, le plan B qui était prévu pour relancer pas mal de choses tombe à l'eau, lui aussi. Et donc, il va falloir absolument relancer... Oula, il faut que je me dépêche. Il va falloir absolument relancer, je dirais, la résurgence qui est voulue, parce que c'est ça, il faut dire le mot, qui est voulu. Et donc, il faut retrouver un lieu, un leader et une plume. Et c'est là où il va se passer quelque chose. Il va y avoir un lieu qui va être choisi, mais il va falloir une plume. Et Pierre Plantard va s'intéresser à un personnage un peu particulier, parce qu'on commence à entendre parler, après l'histoire de Gisors, d'un mythe mérovingien. Et puis il va y avoir un auteur de la région, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Camille Bartoli. Est-ce que vous connaissez Camille Bartoli? C'est dommage parce que c'est un auteur de votre région et qui est quelqu'un d'assez formidable, qui va se passionner par une histoire très étonnante qui est celle du masque de fer. Parce que vous savez que le masque de fer était enfermé pas très loin d'ici, et que Camille Bartoli, lui, a vraiment la volonté de chercher qui est ce masque de fer. Et il va beaucoup travailler, Camille Bartoli, sur ce que pourrait être ce masque de fer. Et c'est lui qui va s'apercevoir que finalement, il y aurait peut-être quelque chose
lié à une lignée mérovingienne cachée. Et ça devient intéressant, parce que pour lui, il se dit que le masque de fer pouvait être un prétendant au trône de France, tout comme l'était Louis XIV. Mais un prétendant de sang. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vais faire vite, quand la jeune Église s'installe, j'irais, dans le monde, dans la civilisation européenne, elle est faible, elle n'est pas très nombreuse, et il lui manque un bras séculier. Et c'est là où elle va repérer un homme, entre guillemets, qui a les dents longues, qui a un peuple, et qui veut absolument faire que ce peuple puisse s'installer. Cet homme, c'est Clovis. Et Clovis va donc être choisi par l'Église, je vous passe les détails, pour devenir le premier roi de France reconnu par l'Église de Rome, qui sera consacré avec le fameux Saint-Crème. Donc c'est le premier roi de France, première lignée de rois en France. Les Mérovingiens ont cette, particularité sur tous les autres rois. Et pourquoi je dis tous les autres rois? C'est parce qu'on sait qu'avec les vicissitudes de l'histoire, il va y avoir des conflits qui vont se produire, que petit à petit, les Carolingiens vont venir se prendre la place des Mérovingiens, mais le premier Carolingien va avoir, le père de Charlemagne, va avoir la bonne idée de se marier avec une princesse mérovingienne, la fameuse Berthe au Grand-Pied, et cette Berthe au Grand-Pied va donc amener du sang mérovingien dans la lignée carolingienne. Donc jusqu'aux Carolingiens, on est dans une lignée sanguine, si je puis dire. Sauf que l'histoire est telle qu'un jour, après l'invasion des Vikings à Paris, un homme va s'élever contre tout ça, va prendre le pouvoir, qui lui n'a aucun lien de sang avec les rois précédents, c'est Hugues Capet. C'est-à-dire qu'à partir de Hugues Capet, tous les rois de France n'ont plus de validité sanguine historique. Et une des théories de notre ami Camille Bertoli, c'est de dire que celui qui est enfermé, pas loin d'ici, à Sainte-Marguerite, c'est parce que lui, il a par contre du sang mérovingien et qu'il pourrait prétendre au trône de France au même titre que Louis XIV. Ce qui fait peur à Louis XIV et qu'il l'enferme. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que la théorie portée par Pierre Plantard notamment, c'est aussi un de ses secrets. Et donc, quand Pierre Plantard va s'apercevoir que ce Camille Bertoli s'intéresse à cette lignée, il va aller le voir et lui proposer de travailler avec lui. Sauf que Camille Bertoli n'y croit pas vraiment à cette lignée mérovingienne et il refuse de travailler avec lui. Et Pierre Plantard lui répond, c'est ce que Camille Bertoli écrit dans son livre, « Vous refusez de travailler avec moi, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui le feront. » Et en effet, il y en a d'autres qui vont le faire. Ça va être 3 Anglais qui sont des journalistes, qui sont des gens qui veulent absolument faire du scoop. Et ces 3 Anglais sont Henry Lincoln, Michael Benjent et Richard Lee. Ce sont eux qui vont écrire un livre, alors je vous le dis en français, parce que j'ai soif, je vais avoir du mal à le dire en anglais, c'est l'énigme sacrée. Est-ce que vous connaissez l'énigme sacrée? Voilà, The Holy Grail and the Holy Blood. Oh, je l'ai dit. Et donc ce livre va être le second volet puissant qui va aider à porter quelque chose. Et c'est là où on va avoir apparaître clairement le nom d'un organisme qui se dit s'appeler le Prieuré de Sion. Et ça, c'est poussé par Pierre Plantard. Et donc, on va avoir... alors, je vous rappelle, il ne faut pas oublier le fond. Pierre Plantard est mandaté par cet organisme très fermé, très secret, qui pour moi est une vraie société secrète. Pour retrouver les traces dont je vous ai parlé, de Maxime Roquemaure et de ça, il m'a fallu un travail considérable pour avoir des éléments vérifiables. Et c'est très complexe. Parce que vous savez quel est le propre... J'ai un ami qui est dans la salle, qui me lève, c'est lui qui m'avait dit ça un jour. Vous savez ce que c'est que le propre d'une société secrète? C'est qu'elle est tellement secrète qu'on ne sait pas qu'elle existe. Vous allez dire, c'est presque un pléonasme, mais c'est tellement vrai que c'est ça. Et donc, pour retrouver cette trace, c'est très complexe. Et donc, Pierre Plantard, que beaucoup ont pris pour un mythomane et un mégalomane, était mandaté pour pousser cela. Et il s'est servi des outils qu'il avait à l'époque, donc des écrivains. Parce que Plantard est un très bon conteur, mais il veut toujours rester plus ou moins en arrière. Sauf qu'avec l'énigme sacrée, il se passe des choses qui vont
le dépasser. Les 3 Anglais sont des gens qui veulent faire du scoop, du buzz, comme on dit maintenant, faire du fric, excusez-moi le mot, et ils en ont fait. Parce que s'il y a bien des gens qui ont gagné de l'argent avec un livre, c'est bien sûr les gens qui ont fait les livres sacrés, parce que De Sède et Plantard n'ont pas gagné énormément avec le livre sur Gisors et sur un autre qui était sur l'affaire de Rennes-le-Château. Mais là, je passe vite, parce que sinon on en aurait pour des heures. Et donc, les 3 Anglais vont donc faire un buzz incroyable, et ils vont faire un truc incroyable, parce que là, ils vont parler, ce sont eux qui vont vraiment parler de la lignée mérovingienne dans un livre, et ils vont dire, et c'est comme ça parce que Pierre Plantard les rencontre, parce que Pierre Plantard est un homme intelligent, et si je puis m'exprimer ainsi, un malin, il va se servir de ces gens-là pour les emmener où il veut. Et il va leur parler de la fameuse lignée mérovingienne. Et donc, ces 3 Anglais se disent, bah voilà, et Plantard leur dit, je suis le dernier mérovingien. Mais quand il le dit, il faut le prendre sous l'aspect symbolique de la chose. Il ne prétend pas avoir un titre de roi de mérovingien. Il dit « je suis le dernier mérovingien » parce que je suis le dernier à défendre ce qui pourrait être la lignée royale réelle de la France. Et les Anglais, qui eux ont besoin de faire du buzz, se disent « ok, donc les mérovingiens descendent de Clovis. Clovis, c'est un Sicambre, il cherche à droite à gauche. Ah oui, les Sicambres viendraient d'une région de Troie, mais comme il viendrait également d'un peuple qui s'appelait les Abirous. Les Abirous, c'est les Hébreux, donc les Hébreux, Jésus, Hébreu. Jésus est un lien avec les Abirous. Les Abirous, donc, avec Jésus, ça passe aux Mérovingiens. Donc ça veut dire que les Mérovingiens sont des descendants de Jésus. Et donc si Pierre Plantard est un Mérovingien, il est descendant de Jésus. Et ça fait un buzz extraordinaire. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont dit « mais Plantard, il pète un câble, il se dit descendant de Jésus ». Pierre Plantard va intervenir sur une chaîne de radio et il va être interviewé par Jacques Pradel. Et Jacques Pradel vous poser la question « êtes-vous un descendant de Jésus ?» Et Pierre Plantard éclate de rire, on l'entend rire. Il dit « mais non », on dit « qui pourrait prouver descendre de Jésus ?» Par contre, Pradel lui dit « êtes-vous le dernier mérovingien ?» Et il répond « je suis le dernier mérovingien ». Et donc cette affaire va évoluer, sauf que Pierre Plantard, avec cette histoire de descendant de Jésus, parce qu'il ne va pas réussir tout à fait à s'en défaire, va avoir quand même pas mal de sérieux problèmes. Et du coup, là aussi, ça va encore plus ou moins capoter, parce qu'il s'appuyait aussi sur la fameuse histoire de Rennes-le-Château à travers le livre de l'énigme sacrée. Et puis ça va capoter, on va dire. Donc on n'arrive pas à faire une résurgence templière comme il le faut. Et puis finalement, dans les années 2000, et en 2003 plus précisément, il y a un boom incroyable qui va arriver, c'est le dernier volet, qui est le Da Vinci Code. Et le Da Vinci Code va mettre en place ce prioration pour montrer cette histoire de lignée mérovingienne. Donc on va avoir la volonté de pousser quelque chose, et notamment une vraie résurgence templière. Alors, après le Da Vinci Code, là aussi c'est un peu glissé, parce que tout le monde s'est focalisé sur l'histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, pour voir, mais je pense que le sens profond qui était caché n'a pas été perçu complètement. Je ne dis pas qu'il n'y a rien autour de Jésus et Marie-Madeleine, hein. Mais ceci dit, la notion de la lignée mérovingienne est un peu cachée, oubliée, et les gens ne s'en rendent pas compte. Ceci dit, on voit que depuis quelques mois, quelques années maintenant, pas beaucoup, quelques années, il y a une volonté de remettre en place l'ordre du Temple. On en parle de plus en plus. Alors, va-t-il y avoir une résurgence templière? Va-t-il se passer quelque chose? Peut-on imaginer que les futurs templiers défileront dans les rues avec une cape et autres? Très sincèrement, je n'y crois pas. Je pense que s'il y a résurgence templière, elle ne pourra être que celle de l'esprit du temple. Y aura-t-il quelque chose? Je ne le sais pas. Plusieurs personnes, plusieurs organismes veulent relancer une résurgence. Comme j'aime à le dire à la fin de mon livre, il y a tout dans les résurgences templières que l'on peut voir. On sait qu'il y a eu des choses terribles qui sont passées. Donc il faut se méfier des ersatz, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans les mois, dans les années qui viennent, qui pourront peut-être redonner de l'espoir
à quelque chose qui a été, je dirais, caché, mais qu'une connaissance peut revenir peut-être jusqu'à nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Beep, beep.